Salut la team IM Basket Academy, j'espère que vous allez bien dans cette période un petit peu compliquée, voire très compliquée. Aujourd'hui, on va vous proposer un format un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de vous proposer. On va vous proposer un format de talk. Les talks by IM Basket Academy, qu'est-ce que c'est? Le but pour nous, c'est de parler du basket, mais sous un prisme différent. Éviter de juste parler de basket sous les aspects qu'on a l'habitude de traiter. Pour la Miem Basket Academy, on considère que le basket, c'est pas seulement un sport, c'est plein de composantes qui sont autour de ce sport. Et le but, c'est de traiter toutes ces composantes-là pour faire évoluer le sport en lui-même. Du coup, ce format-là, il est proposé par Lauriane Dolt, qui est coach de basket et qui a participé à notre camp, le camp Keys, qui a eu lieu cet été. On la remercie de nous avoir proposé ce sujet-là, parce que quand elle nous en a parlé, on a dit tout de suite banco. Du coup, le premier sujet aujourd'hui, ça va être le sujet des différences entre le basket masculin et le basket féminin. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il n'y en a pas? S'il y a des différences, quelles sont-elles? Voilà, le but, c'est de partager, de discuter sur ces sujets-là. Pour accompagner Lauriane sur ce topic-là, elle a invité deux coachs de basket féminin, François Gomez et Rachid Médiane. François Gomez a déjà participé à un événement avec la Miem Basket Academy parce qu'il a intervenu lors du premier camp ND Miem qui a eu lieu au Cameroun. Donc il a coaché les joueurs et il a aussi fait des colloques avec les entraîneurs et on le remercie de participer encore à un de nos événements et à une de nos productions. Ce qui est intéressant, c'est que Rachid et François sont deux coachs qui ont surtout une grosse expérience dans le basket féminin, alors que Lauriane est une coach qui, elle, a une grosse expérience dans le basket masculin. On va commencer ce sujet en parlant du lab de la Fédération française de basketball qui a eu lieu en 2020 à l'INSEP. Dans cet événement qui a eu lieu pour la première fois, la fédération a invité l'élite du basket national masculin et l'élite du basket national féminin dans un seul endroit. L'idée était de partager. La discussion vaut le détour, je vous propose de regarder ça tout de suite. Le premier sujet, c'est sur le lab de la Fédé. Je suis parti de là pour en fait introduire le sujet, parce que c'était justement un moment où apparemment il y avait une rencontre entre le basket national masculin et le basket national féminin. Donc il y a eu cette rencontre. Il y a des choses apparemment qui sont sorties de ce lab de la Fédé qui a été organisé. Alors je crois que c'était à l'INSEP que ça s'est passé. Alors je sais que Lauriane, du coup, tu y as participé. Est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées, des choses qui ont été intéressantes? Oui, l'idée maintenant de la Fédé, c'est de faire un programme linéaire de l'équipe de France A jusqu'à la première équipe de France, donc les U15. C'est qu'on puisse travailler tous dans le même sens, créer des entités fortes par rapport à l'équipe de France. Et chez les filles, c'était exactement pareil. Et après, par la suite, on a pu un petit peu échanger avec justement secteur masculin, secteur féminin, où Valérie Garnier nous avait un petit peu fait part de l'intention de vouloir défensivement changer certaines choses et se rapprocher de plus en plus du basket masculin. Et c'est aussi je crois que les 3 derniers mois, donc c'était au mois d'août, c'était fin août, le lab, et elle avait passé tout l'été avec Vincent, où ils avaient pas mal échangé, et elle voulait un petit peu s'inspirer justement du côté tactique, technique, basket masculin. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de, est-ce qu'il y avait un style, du coup, un style de basket de l'équipe de France féminine et un style de basket de l'équipe de France masculine? Est-ce que ces deux styles étaient bien différenciés et que du coup, il y a une volonté de converger ou alors avant, il n'y avait pas vraiment de style identifié? Ben, Ça, je ne sais pas trop, mais on part du constat que ce soit les filles ou les garçons, c'est de plus en plus athlétique, surtout chez les filles. Et que maintenant, on pouvait aller un petit peu plus loin dans l'exigence et dans les attentes des unes et des autres. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup marquée parce que j'ai eu l'occasion un peu d'écouter ce que Valérie disait. C'était le fait qu'elle voulait qu'on touche partout. Sur des déplacements, sur des coupés, bon, je ne parle pas des bumps de manière générale sur les écrans non porteurs, mais elle voulait que ça touche énormément. Donc, moi, je pars du principe que visiblement, avant, ce n'est pas ce qui était demandé, quoi. C'est mon ressenti, hein, ça ne regarde que moi, mais au vu de l'extérieur, comme elle en parlait et comme elle amenait les choses, c'était avant, on ne le faisait pas, on ne demandait pas, et maintenant, on se focalise beaucoup plus là-dessus. Et du coup, Rachid et François, c'est quelque chose que
C'est une évolution qui vous paraît naturelle ou qui vous paraît... Bon, moi, pour rebondir sur les propos de Lauriane, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu une exigence. C'est pas que ça ne se faisait pas avant, cette histoire tu vois, de toucher, de contacter les gens, mais aujourd'hui, c'est clairement devenu, dans notre stratégie, quelque chose que nous, on impose. Donc, en effet, il y a une évolution, il y a une évolution à ce niveau-là qu'on peut observer aujourd'hui, quoi. Euh, donc, ouais, je confirme qui, moi, suis dans le staff de l'équipe de France, et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on voit plus et qu'on exige plus, en tout cas. Ouais, pour ajouter un petit commentaire là-dessus, pour revenir sur ce qui faisait l'identité du basket français à la fin des années 90, au début des années 2000, avec le déclenchement des magnifiques résultats qu'on a depuis dans le basket féminin, puisqu'avant, à part la médaille d'argent de Paul Besson dans la fin des années 90, je pense qu'on n'a pas gagné grand-chose avant, mais depuis, on gagne beaucoup. Je pense que l'identité du basket français a toujours été centré sur sa défense. Hein. On s'est beaucoup plaint de notre incapacité à lire les défenses adverses quand on attaquait. On s'est plaint de notre adresse, mais on ne se plaignait pas. Il y a 20 ans, on ne se plaignait pas. Au contraire, on mettait en exergue la qualité défensive du basket français et aussi de son intensité physique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si tout ça, évidemment, est en fort progrès, hein, la qualité athlétique des filles aujourd'hui est vraiment de très très haut niveau. C'est pas que je suis surpris, je trouve que c'est bien de revenir peut-être à ces fondamentaux qui étaient les nôtres il y a 20 ans en arrière, qu'on a peut-être abandonné à une certaine époque et sur lesquels aujourd'hui il y a ce souhait de revenir. Donc, sachant que sur les aspects offensifs, le basket féminin français, hein, je parlais beaucoup de basket féminin, pas de basket masculin, a vraiment fait de gros progrès. On voit les scores en Ligue féminine aujourd'hui. Quand un titre se jouait aux alentours des 50 points il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, les équipes montent à 70, 80. On a vu des scores passer les 100 points cette année, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain moment. Donc, la qualité offensive est nettement meilleure. Mais la défense, bon, si on revient là-dessus, je pense qu'on retrouvera l'identité première de notre basket. Oui, puisque comme on se l'est déjà dit, on n'a rien à envier aux joueuses américaines. Voilà, parce qu'on a des morphologies qui sont assez similaires, et donc forcément les moyens de pouvoir exercer ce basket-là, quoi. Moi sur le lab, parce que je n'ai pas eu la chance d'y participer à cause des circonstances de l'époque, là, avec la Covid, moi je trouve que c'est plutôt un événement fondateur, quoi. Je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, Lauriane, mais un événement plutôt fondateur, créateur un petit peu de liens, et justement, si je fais référence à ce que disait un peu François là, sur ce qui s'est passé ces 20 dernières années, le rôle le rôle de transmission que peuvent avoir les joueurs et les joueuses expérimentés vers nos nouvelles générations, quoi. Donc, je trouve que c'est plutôt un événement assez intéressant, fondateur, je le répète, et, sur la stratégie de rapprochement entre le basket féminin et masculin, elle naît surtout de ce que nous, on peut observer dans le basket féminin, de ce qui se fait de mieux au niveau mondial, c'est-à-dire, une fois de plus, les Américaines qui, elles, s'inspirent beaucoup des tendances masculines aussi américaines. Les joueuses américaines, d'ailleurs, s'entraînent sur leur préparation de compétition systématiquement contre des garçons. Et je pense que cette stratégie, elle naît aussi de ce qu'on a pu observer ailleurs, quoi. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Alors déjà, pour ma part, ça a été vraiment une fierté de se retrouver dans tout ce giron bleu-blanc-rouge là, avec voilà, toutes les équipes de France qui sont réunies, des plus jeunes. Alors, les seniors, bien évidemment, il y avait que certains joueurs, certaines joueuses, mais pas n'importe qui non plus. Et puis, ils ont vraiment prévu un temps à chaque fois pour que les jeunes puissent échanger avec les adultes. Et moi, j'ai trouvé que pour les jeunes, c'était une expérience vraiment au top. Et en plus, ils ont pu être entraînés, les jeunes, par les entraîneurs des équipes de France A. Et ça, je trouve que ça ancre aussi la politique de la Fédé dans ce qu'elle attend justement de ce premier lab, hein, parce qu'ils veulent réitérer ça chaque année maintenant. Et voilà, ça impose. Et puis, il y a déjà la fierté de ce maillot bleu-blanc-rouge, mais
Maintenant, grâce à cet événement, on sait pourquoi on est là. Que ce soit les joueurs, que ce soit le staff, les coachs. Voilà, on veut vraiment représenter son pays. Et après, ce qui est très enrichissant, c'est justement cet échange qu'on peut avoir là pour les coachs, pour le staff, les uns avec les autres. Et puis, alors moi, j'avais la chance de travailler longtemps avec Vincent, donc je suis quand même pas mal au courant de tout ce qu'il met en place. Mais voilà, quand je voyais mes collègues autour de moi, quand Vincent faisait ses séances d'entraînement, la passion avec laquelle il l'écoutait, je me rends compte aussi de la chance que j'ai eu de travailler avec lui aussi longtemps. Et, et puis c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut justement voilà, échanger. Est-ce que là on fait pareil, on fait pas pareil? Parce qu'il y a plein d'entraîneurs qui viennent d'horizons différents. Il y a des entraîneurs du centre de formation, il y a des entraîneurs des pôles, il y a des entraîneurs de l'INSEP. Et donc on a aussi pu un petit peu échanger sur la manière dont chacun travaille. Et après, ce qui était pour moi là vraiment intéressant, c'est de pouvoir échanger justement avec le côté féminin. Et puis, il y avait Grégory Alain qui était là, qui est aussi l'assistant en équipe de France. Et puis, voilà, du coup, de faire cet échange entre basket masculin, féminin. Moi, j'ai trop peu d'expérience dans le basket féminin. Il y a des choses qui m'interpellent maintenant que j'entraîne un petit peu sur le secteur féminin. Mais voilà, c'était vraiment enrichissant de pouvoir partager ces 4 jours avec tout le monde. Ouais, puis mettre de la cohérence dans les programmes nationaux, je pense que c'est Ouais. voilà, développer sentiment d'appartenance, comme tu disais, d'intégration, et mettre de la cohérence dans les contenus. Quand on parle d'identité, c'est peut-être un sujet qu'on développera, mais je trouve ça fondateur, quoi. C'est là-dessus que j'allais rebondir, c'était sur le fait que c'est une sorte un peu d'affirmation d'un style du basket français, en quelque sorte. C'est quelque chose qu'on avait, moi personnellement, en regardant un petit peu les compétitions internationales, etc., c'est quelque chose que moi j'avais un peu de mal à cibler, à repérer, que ce soit en basket masculin, en basket féminin, alors que quand je regardais par exemple les Espagnols, basket féminin, basket masculin, il y avait quelque chose qu'on reconnaissait. Il y avait un style reconnaissable. Les Serbes, il y avait un style reconnaissable. Les Américains aussi, il y avait quelque chose qui ressortait. Il faut savoir qu'en Espagne, ils le font depuis très longtemps, ce genre de rassemblement. Alors, ils ont 2 rassemblements. Ils en font un uniquement avec tout le staff, tous les coachs, et un coach et joueur. Et vraiment, quand ils sont qu'avec le staff, c'est l'entraîneur de l'équipe A, féminin, masculin, qui dirige toutes les sessions. Donc, eux, c'est vrai que c'est un peu plus, enfin, pas approprié, mais on le sent tout de suite quand on regarde les différentes équipes de France, les différentes équipes d'Espagne, que ce soit les U18, les U20, on sent quand même qu'il y a une identité propre. Et c'est un peu ce sur quoi il voulait s'appuyer. Ce sont les dires de Jean-Pierre Suta au moment où il a ouvert ce lab à l'INSEP. Ouais, il y a un événement, il y a un maillon qui est hyper important, puisque à l'époque, il n'existait pas. C'est Grégory Alain, tu l'as évoqué tout à l'heure. Grégory Alain, il est en charge des U18 au centre fédéral, donc il est censé former, participer à la formation des futures internationales, des futures joueuses de haut niveau. Le fait de l'avoir placé sur l'assistanat de l'équipe de France, je pense que c'était une excellente idée, parce que cet entraîneur qui est au contact du basket international de plus haut niveau, quand il rentre à la maison au Bois de Vincennes, il est en capacité de prendre les bonnes directions pour amener les joueuses qui sont là aujourd'hui vers ce plus haut niveau. Et ce n'était pas le cas, ça, avant. Je pense que ça, c'est un maillon hyper important, le regard de l'entraîneur du centre fédéral, qui évidemment, ça s'appelle plus le centre fédéral, ça a changé, le pôle France, je crois, le pôle France, et à lui de partager ce qu'il peut voir sur tous les terrains de la planète aujourd'hui, et de mettre en place la formation qui se fait à l'INSEP. Et puis la deuxième chose qui est intéressante, effectivement, c'est la communication et l'implication des entraîneurs nationaux, ce qui n'était pas toujours le cas.
Je parle de mon époque, et sans vouloir fustiger l'entraîneur des années 2000, qui a ramené tellement de médailles à l'équipe de France qu'on ne peut que le féliciter, avec qui je suis ami, je peux le dire. Mais Alain Jardel n'était pas enclin à venir passer du temps à Paris et à échanger avec les jeunes entraîneurs que nous étions. Donc ça, c'est un deuxième point qui, aujourd'hui, est un gros bonus pour nos équipes de France. Après, l'identité, elle se construit au fil du temps. On parlait de l'Espagne. Bon, comme mon nom l'indique, je suis un peu de là-bas. Et je me suis beaucoup intéressé à ce qui s'est fait là-bas. Ils sont partis d'une première question il y a effectivement très longtemps. Lauriane, tu as raison, il y a une vingtaine d'années. Ils ont commencé à s'interroger sur à quoi ressemblaient leurs joueurs et joueuses et quel basket ils pouvaient pratiquer avec ces gens-là. Et ils sont partis sur une identité territoriale, pas de basketteur, hein, la morphologie de l'espagnol moyen, de celui qui joue au basket, parce que Gasol ne ressemble pas du tout à un espagnol moyen. Et il est hors norme. Mais peut-être c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Quelle est notre population et qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? On parlait d'intensité, de basket athlétique, etc. C'est une des premières questions qui se sont posées. Et c'est pour ça qu'ils ont développé à une époque, bon, on en parle un peu moins aujourd'hui parce que tout le monde court un peu, leur fameux jeu de course, d'agressivité, de prise de risque et de rebond, quels que soient les postes de jeu, et de tir extérieur, ce que nous n'avions pas. Donc, je crois que c'est prendre la bonne voie, mais je vais oser le dire parce que je peux le dire, c'est tard, quoi. Je veux dire, c'est tard au vu de ce qui s'est fait chez nos voisins depuis très longtemps, avec les moyens dont on dispose, qui sont autrement différents de ceux des Espagnols, puisque nous, on a quand même toute une série, on a des soldats quand même dans les pôles espoirs, on a des fonctionnaires d'État, c'est l'État qui paie, on a des centres de formation, on a un pôle France qui coûte très cher. Je peux vous assurer qu'en Espagne, c'est pas du tout pareil. Les entraîneurs nationaux ne sont pas des gens, ce sont des gens des clubs qui se libèrent l'été et qui entraînent l'année. Chez les garçons, dans les plus fortes divisions espagnoles, chez les filles, dans les plus fortes divisions espagnoles. Ils entraînent en Ligue féminine espagnole. Ce ne sont pas des gens qui sont complètement détachés à ce qui se fait à la fédération. Voilà, j'étais pas au lab, mais voilà, le regard que j'ai de l'extérieur sur ce qui s'est fait, qui est plutôt encourageant pour la suite. Et du coup, c'est quoi le style, l'identité du basket français? En ce qui concerne le basket féminin, parce que peu de recul sur le basket masculin, on a forcément un basket aujourd'hui qui est plus ouvert. On avait je ne veux pas dire qu'on avait un jeu qui était fermé et en plus pas parler uniquement de nous, parce qu'il y a ce qui s'est passé aussi avant nous, mais on se dirige clairement vers un jeu bien plus ouvert, avec plus riche de jeux de transition, de jeux en mouvement, j'allais dire même du mouvement un peu en continu, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Mais on a encore un jeu qui est en évolution à ce jour, quoi. Et en ce qui concerne les joueuses, oui, on a de plus en plus de joueuses athlétiques, même si on ne sera pas l'égal des garçons en termes de verticalité. On commence à avoir des joueuses qui apportent aussi des solutions un peu dans cette troisième dimension, quoi. De l'intensité défensive, de l'intensité offensive, c'est ce qu'on essaie d'avoir aussi au sein de notre équipe nationale. Je pense que c'est pas qu'au niveau et à l'échelle de l'équipe nationale, c'est ce qui peut aussi ce qu'on peut retrouver au niveau des clubs. Le regret que j'ai, mais François le fait très bien avec son équipe de Tarbes, c'est qu'il faudrait qu'on réorganise les choses un peu autour du jeu posté. Voilà, je trouve que c'est quelque chose qui a tendance un peu à disparaître et qui serait plutôt intéressant à mettre, en tout cas à mettre au goût du jour, quoi. Voilà. Après, sur l'équipe de France masculine, moi j'ai l'impression que d'avoir, comme d'ailleurs dans le basket féminin, d'avoir des sélectionneurs à plein temps, on a des gens, je ne dis pas qu'ils ne l'étaient pas avant, mais un peu plus au fait du jeu international, du basket même mondial. J'ai l'impression que chez les masculins, il y a quand même une vraie prise en compte et en considération des particularités des joueurs NBA. Voilà, avec déjà l'acceptation des joueurs qui arrivent tardivement dans les préparations, des entraînements individualisés.
la médiatisation qu'il peut y avoir autour de tous ces joueurs-là, la gestion un peu de l'entourage. Donc, voilà, et on a envie, clairement, aujourd'hui, d'avoir une vraie culture. Voilà, François disait tout à l'heure, c'est peut-être un petit peu tard, mais c'est jamais trop tard, quoi. Et qu'on développe un peu cette identité, cette culture de jeu, et voilà, qu'on avance tout simplement. Le premier point qui est indéniable et ce sur lequel toi tu as longuement parlé, François, c'est la défense. C'est une évidence. Des stops défensifs pour pouvoir lancer l'attaque. Et après, offensivement, c'est difficile à vraiment donner un point de vue, mais il y a l'adaptation, comme tu disais, du fait que voilà, les joueurs arrivent tardivement, les qualités de chacun, des uns et des autres, le partage de la balle. Mais tout ça, c'est la justesse du jeu, quoi. Il accorde une importance sur la tactique, le pourquoi on joue là, pourquoi on ne joue pas là. Voilà, c'est vraiment ce côté lecture et avoir la bonne réponse par rapport à la défense, quoi. Je ne sais pas si ça peut être un aspect… C'est un jeu qui est plus tactique que instinctif. Oui, mais il laisse une place de plus en plus importante à l'instinct quand même, parce que quand on voit Fournier, quand on voit les joueurs qu'on a en équipe de France, voilà, c'est ça aussi sa force, c'est de vouloir sortir les qualités de chacun, en gardant cette ligne conductrice, mais voilà, de temps en temps, on peut un peu en sortir. Il faut laisser les joueurs un peu s'exprimer, surtout vu les profils de joueurs qu'on a aujourd'hui. Voilà. Nous, la vraie différence, elle est dans le registre surtout offensif. Je ne peux pas dire que défensivement, on a peut-être encore être plus exigeant sur le plan défensif, mais offensivement, la métamorphose avec ceux qui ont eu la chance de voir un peu ce qu'on a proposé sur le TQO à Bourges, pour moi, elle se situe ici, quoi, dans ce qu'on a pu développer offensivement, dans ce jeu de première intention, cette capacité à pouvoir, entre guillemets, lâcher les chevaux, se projeter vers l'avant dans ce jeu de relance. Et c'est vrai que 4 mois avant, on jouait un basket complètement différent, et celui proposé au TQO, il est bien plus ouvert, quoi. Bien plus ouvert, et comme je disais, riche de toutes ces situations de transition, de jeu en mouvement. Et puis c'est vraiment quelque chose, cette culture-là, moi, je trouve qu'il faut qu'on valorise. Ce qui n'avait pas empêché, ce qui n'avait pas empêché l'équipe de France d'avoir de bons résultats, mais on s'impatientait un peu parce que tout à l'heure, on évoquait les Espagnols qui se sont posés quel basket ils pouvaient pratiquer avec leurs joueuses. Quand on voit aujourd'hui la composition de l'équipe de France, bon, déjà, c'est une équipe qui s'est grandie. Je pense au poste extérieur. Je pense à des joueuses comme Diandra ou Valériane qui peuvent jouer sur des postes extérieurs, et d'autres. On a des joueuses athlétiques et mobiles à l'intérieur. Même Elena Sia, qui est une joueuse mobile. C'est un grand gabarit qui est mobile. Donc, on attendait… voilà, plus de mouvement, plus d'agressivité. Ce qu'on a pu voir effectivement pour l'Australie, c'est un match référence, j'imagine, pour l'équipe de France. Et puis, les grosses améliorations, c'est l'adresse au tir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les statistiques de l'équipe de France, hormis les lancers francs, ce qui est pas rare d'ailleurs, d'avoir des gens à droit dans les tirs extérieurs à 2 à 3 points et être un peu moins au lancer franc, on a été une des meilleures nations au dernier championnat d'Europe. Et puis au TQO, il y a un niveau d'adresse. Rachid, tu me contrediras si je dis une bêtise. Bon, voilà. Tu parlais de partager le ballon. L'équipe de France, c'est l'équipe qui fait le plus de passes décisives aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi le plaisir, il y a plus d'adresses retrouvées, donc on laisse les gens peut-être prendre des tirs qu'on ne laissait pas prendre avant. On essayait de contrôler un peu plus et d'amener dans des zones à haut pourcentage de réussite. Aujourd'hui, on a des attaquantes qui sont capables de marquer des paniers. Donc, il y a eu cette mutation là sur l'aspect offensif où on joue plus vite, plus ouvert. Effectivement, ça a complètement changé. Alors, ça donne des bons résultats puisqu'on gagne des matchs. En plus, ça donne du plaisir pour le spectateur, et j'imagine aussi pour les actrices, quoi, qui s'y retrouvent. Je vois dans la revue Basketball que Johannes est sur le toit de l'Europe. On a quand même des joueuses comme ça qui font partie du gratin international. Je pense à Sandrine Druda, qui au dernier championnat d'Europe a gagné des matchs à elle toute seule, malheureusement pour le sélectionneur de l'équipe féminine suédoise de l'époque. Mais voilà, il y a aussi des fortes joueuses individuellement aujourd'hui qu'on avait peut-être un peu moins auparavant.
Sur l'aspect défensif, c'est peut-être effectivement, moi quand j'avais analysé l'équipe de France au CE en Lettonie, en Serbie, un peu moins, mais bon, il y a eu l'Australie, c'était un peu plus faible. Il y avait eu le Brésil et la dernière équipe, Rachid, c'était qui? C'était un petit peu plus faible. Ça nécessite, ouais, Porto Rico, ça nécessitait pas non plus un gros investissement défensif. C'est peut-être effectivement le secteur où on a perdu effectivement en agressivité, alors qu'on a des joueuses, pas toutes, parce qu'autant Marine Johannes est certainement une des meilleures attaquantes du monde. Défensivement, c'est pas encore le cas. Je lui souhaite de le devenir un jour pour être une joueuse complète. Mais peut-être que défensivement, on n'utilise pas encore tous les arguments qu'on a, même si ça s'est un peu fermé. C'était un peu moins collectif. Il y avait beaucoup d'engagement individuel, un peu plus que d'habitude, moins d'organisation collective sur les aspects défensifs. Donc c'est peut-être le secteur où, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, où on doit certainement faire des progrès. Mais pour le reste, le basket féminin, au vu des résultats, on fait partie des meilleures nations du monde. Donc, mais le basket masculin aussi. Les gens pensent encore qu'on n'est pas bon, mais on fait partie des meilleurs quand même. Donc, et il y a une identité, pour répondre à Mounadou, il y a une vraie identité. Il y a une vraie identité derrière tout ça. Les étrangers, quand on leur parle du basket français, ils sont capables de le définir très précisément. Nous, on s'interroge encore sur qui on est, mais eux, ils ne s'interrogent pas du tout. Ils savent exactement ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. C'est pour rebondir juste quand tu disais qu'effectivement, on a des bons résultats. C'est vrai qu'on a des bons résultats, mais en regardant vraiment ça de l'extérieur, hein, sans être coach, etc., et même avec des gens qui aiment bien le basket, ces choses-là, qui suivent le basket, mais qui ne sont pas non plus à l'intérieur des organes de la Fédé, dans les clubs, etc., c'est qu'on se dit, OK, il y a des résultats, mais en fait, on en attend toujours plus de cette équipe-là. Mais que ce soit dans la manière de jouer et aussi, du coup, dans les résultats. C'est-à-dire que parfois, pour l'équipe de France, alors c'est peut-être au regard des équipes ou c'est peut-être que les gens sont plus difficiles, mais on se dit, bah ouais, des fois, médaille d'argent, on a l'impression qu'on peut faire plus. C'est un mal français. Oui, oui. Quelque part, c'est pas faux. Je regardais un film il n'y a pas longtemps qui n'a rien à voir avec le basket, mais qui parlait du peuple américain et qui expliquait que ces gens-là, ils se sentaient invincibles. C'est-à-dire qu'ils se sentaient toujours plus forts que les autres et que ça, c'était leur première qualité. C'est-à-dire, quitte à ce que nous, on ne le supporte pas, parce que le français n'aime pas, il met ça sur le compte de la. Voilà, bon. On n'aime pas les gens qui sont trop sûrs d'eux, cette confiance. Et peut-être que ça nous manque un peu parce que l'ambition, et je parle du basket féminin, le basket masculin, je vais dire, c'est un petit peu différent parce que le basket américain reste, quand on prend les meilleurs joueurs, il reste vraiment encore très, très dominant. Mais dans le basket féminin, au vu des équipes que nous, on propose, quelque part, bon, ils ont un pivot hors norme là, qui fait 2 mètres et qui dunk. Mais en dehors de ça, je dirais que on doit, je pense qu'on l'a, cette ambition. On l'avait fait juste avant quelle compétition, Rachid, où vous aviez battu les États-Unis qui n'avaient pas perdu de match depuis je ne sais plus combien de temps. C'était la préparation de quoi? C'était le championnat du monde 2014. Juste avant le championnat du monde en Espagne, aux Canaries. C'est ça, vous aviez battu les États-Unis. Je pense que ça devrait être à l'ordre du jour permanent. C'est-à-dire que l'ambition du basket féminin français, c'est de battre les Américaines qui dominent tous les pays. Aujourd'hui, on bat l'Australie, on ne les battait jamais avant, on les bat. Bon, prochaine étape, parce qu'on a les moyens de cette ambition. Chez les garçons, vous me direz, enfin moi je pense que c'est un peu plus compliqué encore aujourd'hui. À l'échelle nationale, avoir une équipe de France qui, avec toutes ses qualités, puisse battre les meilleurs Américains, ça me semble encore difficile pour tous les pays du monde. À l'échelle européenne, probablement pas. Si on faisait une sélection européenne, peut-être qu'on peut battre les États-Unis. Mais chez les filles, on peut. Chez les filles, tu as raison. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut avoir cette envie d'être sur le toit du monde. Ce qu'on regrette, c'est surtout des finales où on déjoue complètement. C'est pas à l'image de ce qu'on a pu produire sur les matchs de poule ou sur les quarts ou demi-finales. C'est qu'on chute et on n'arrive pas à se sublimer sur les moments entre guillemets les plus importants, et donc ces finales-là. Donc à voir justement comment on peut s'améliorer pour pouvoir être présent sur ces instants. Je sais qu'il y a un match qui était rageant, c'était une finale d'un Euro, je crois que c'était contre la Serbie, où honnêtement, avant le match, je ne sais plus c'était quel Euro, c'était peut-être il y a 4 ans,
quelque chose comme ça. 2015, la Ouais, Serbie. oui, c'est ça. Et honnêtement, le match, à ce moment-là, je me dis, bah, c'est pas possible, ça va passer là. Et Et tu parles, on parlait du peuple américain, on peut parler des peuples d'Europe centrale et l'ancienne Yougoslavie et la Serbie, que je connais très bien. J'ai de la famille maintenant, je suis adopté par les Serbes. C'est aussi un peuple, et ce sont aussi des gens qui adorent la compétition et qui abordent la compétition dans un état d'esprit qui est celui du vainqueur. Donc les carences qu'évoque Rachid, c'est des carences qui sont profondes. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va faire 6 semaines de stage ensemble qu'on va changer la psychologie d'individu ou la psychologie d'un groupe. Si, on va amener de la cohésion, on va amener de l'envie, etc. Mais au bout du bout, au moment où il faut être présent, le naturel revient au galop. Donc on a aussi à se soucier au-delà de la culture de notre pays, mais des aspects sociaux, parce que ça compte, ça, la façon dont on est éduqué à l'école, à la maison, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut faire une fédération? Que peut faire une direction technique dans son parcours de formation des jeunes pour développer cet aspect compétition? Et la compétition, c'est les titres, hein, c'est pas les quarts de finale, les machins, on le sait tous, hein. Il y a des rendez-vous importants dans les compétitions. Comment on fait pour que les gens arrivent au maximum de leur potentiel au moment où il faut gagner les matchs? Aujourd'hui, peut-être qu'on a à réfléchir aussi sur ce sujet. C'est un vieux sujet aussi. C'est un très très vieux sujet à la fédération de basket. Bon, malheureusement, c'est pas que la Fédé qui peut régler ces problèmes, c'est un vrai problème d'ensemble. Tout à l'heure, Lauriane a sorti une phrase que je sors aussi souvent, ça c'est français, ça c'est typiquement français. Et effectivement, on a un tempérament. On aurait pu penser que ça allait changer avec notre premier titre au foot de Coupe du Monde. Souvenez-vous, les Français avaient retrouvé la confiance, puis le deuxième titre, parce qu'on gagne des titres. Au handball, ils gagnent des titres, ils sont champions du monde dans une discipline qui est tout à fait confidentielle. Hein. C'est pas le basket. Tant pis pour les handballeurs qui m'écoutent. On est à l'échelle continentale. Les meilleurs sont européens. Il n'y a pas d'Américains, il n'y a pas de Chinois, il n'y a pas d'Australiens. Bon, bref. Mais on doit vraiment, à mon avis, aussi, parce qu'on a parlé des aspects tactiques, des aspects physiques, etc., on doit aussi se pencher sur cet aspect de la formation, parce qu'on a les jeunes 10 ans entre nos mains. Comment on développe ça et c'est pas du Montessori, hein, on est dans le sport de haut niveau, donc on est sur des aspects qui sont assez durs, hein, le sport de haut niveau, mais on y arrive dans d'autres disciplines. Alors on peut pas non plus dire que c'est français. Fourcade est français, sauf quand il se présente sur son truc avec ses skis et son fusil, le mec il détruit tout le monde. Donc on a des champions du monde en France et on doit développer ça. Après on peut parler de la spécificité féminine et puis je vais me taire. C'est-à-dire que l'histoire du sport et des femmes en France, il est tout à fait récent. Il est encore minoritaire. Les filles font moins de sport quand elles sont plus jeunes. Elles vont pas sur les sports de contact, les sports collectifs. Elles vont encore. Voilà, il y a des statistiques qui le prouvent. Peut-être qu'on a aussi plus largement à réfléchir à ces aspects-là. Il y a aussi des choses qui arrivent beaucoup en ce moment, c'est l'entraînement individuel aussi. Il doit y avoir des choses qui doivent peut-être être un petit peu différentes entre justement le basket féminin et masculin. Moi, je pense qu'il ne faut pas. Et pour en avoir aussi un peu discuté cet été au lab, on a eu tendance, apparemment, en préparation physique, à ne pas entraîner une fille de la même manière qu'un garçon, à faire un peu plus attention, un peu plus doucement avec une fille que par rapport à un garçon. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je pense que les filles, si on les prend des minimes ou des cadettes, et que tout de suite on impose un rythme, ben, au bout de 8 ans, je sors un chiffre au hasard, au bout de 8 ans, je pense qu'on peut avoir la même chose qu'avec un garçon. Et ça, aujourd'hui, j'en suis persuadée, même si avant je me posais beaucoup de questions. C'est vrai que là, et cet été, je me suis amusée parce que j'ai eu Andy, j'ai eu la chance d'entraîner Andy sur des entraînements individuels où je lui faisais exactement les mêmes exercices que Essomé. Mais au bout d'une dizaine de répétitions d'un exercice spécifique, je ne vais pas dire qu'elle était cramée, mais c'était très compliqué, l'enchaînement d'actions, enchaîner. Alors que Essomé, je sais que je peux aller avec lui sur 20 actions sans problème. Mais je pense que, et là je le vois aussi avec les filles que j'entraîne à la SIG sur les entraînements individuels, je pense que c'est une question d'habitude.
Si on n'a pas eu l'habitude d'avoir une certaine intensité, bah, c'est ce qui peut changer, quoi. C'est ce qui peut faire la différence. Parce que la répétition de mouvements, à un moment, c'est par rapport à la caisse que tu as. Si je prends un truc bien spécifique, mais quand on travaille en attaque, le porteur de balle sur une défense de step-out, dribble de recul et réattaquer fort dans le dos. Au bout de 3-4 répétitions, j'avais certaines filles qui ne pouvaient plus, qui n'avaient plus de jus. Et puis du coup, s'il n'y a pas une certaine intensité, ben, la technique en match, elle ne sera pas vérifiée. Parce que si on le fait à 2 à l'heure, on n'arrivera pas à reproduire la même chose à 1 contre 1, en duel. Et surtout sur la longueur, parce que c'est ce qu'il faut. Il faut être là les 3 dernières minutes du match. Ça ne sert à rien d'être là les 5 premières. Et dans cette intensité, et en parlant aussi un peu avec elle, c'est voilà, on n'a pas l'habitude d'avoir fait ça autant de fois, la répétition. Et, et voilà, alors je sais pas quelles ont été leurs formations avant, ce qu'elles ont pu faire ou quoi, mais en tout cas, même pour en parler avec Andy, il n'y a pas cette habitude de travail dans l'intensité, en fait. Quand je t'écoute, la responsabilité n'est pas du fait des joueuses, la responsabilité est du fait de l'encadrement. Moi, j'ai peu entraîné les garçons, donc il faut écouter et remettre en question un petit peu ce qu'on fait. Je crois qu'aussi, il y a peut-être à revoir la formation des entraîneurs, parce qu'on ne peut pas dire chez les garçons, il y a de l'intensité, pas chez les filles, etc. Bon, ça remet quand même, ça fait réfléchir ce que tu dis par rapport au comportement de l'encadrement du basket féminin. Ensuite, sur l'aspect psychologique, prépa mentale, etc., le sujet, il est extrêmement large. Il est extrêmement large. Je crois que c'est difficile de sortir des éléments importants, mais quand on rentre dans un pôle espoir et ensuite on va au pôle France et qu'on veut devenir basketteuse professionnelle, le métier auquel on se destine, c'est celui de gagner, de compétiteur. Et je pense qu'il faut envisager tous les entraînements autour de cette idée-là. On ne peut pas tirer au panier sans compter, on ne peut pas ne pas challenger les meilleurs shooters, on ne peut pas s'entraîner sans avoir envie de dominer, on ne peut pas faire un match sans compter les points, et ça je peux vous dire que c'est très fréquent. Des jeunes femmes qui jouent, on leur demande c'est quoi le score, elles ne savent pas. Elles sont dominées par leur adversaire, elles vont accepter. Alors que peut-être par référence à ce que je peux voir, j'ai de National 1 garçon à côté, je vois quelquefois beaucoup de férocité qu'on ne rencontre pas chez les filles, c'est-à-dire ce refus, par exemple, d'être dominé par son copain quand il se retrouve dans une situation de 1 contre 1. Il n'y a pas de panier facile. Chez les filles, on tolère encore des choses comme ça. Et je pense que ça, c'est une éducation qu'il faut inculquer dès le plus jeune âge, sans faire attention à oui, mais oui, l'éducation. Non. Il y a un moment, il faut dominer, il faut gagner. Ton métier, c'est de gagner des matchs. On va te demander de gagner, de performer. Et puis derrière, eh ben, on décline. On décline à partir de gens qui ont évidemment les mêmes motivations que les garçons, les mêmes motivations, peut-être au départ une confiance en soi, mais bon, il paraît que les femmes, mais j'aurais dû commencer par ça, d'ailleurs j'avais évoqué l'histoire de la différence, on ne peut pas parler de femmes et d'hommes, on peut parler de genre. J'avais fait j'ai mis un petit bémol parce que moi j'ai quand même croisé, Rachid va confirmer, on croise des joueuses qui se comportent, qui sont masculines dans leur comportement, mais je parle de masculine, c'est-à-dire ce que je viens d'évoquer, cette dureté, cette férocité, cette agressivité, on en a, et ce sont des femmes, hein, donc on ne peut pas dire que les femmes en général n'ont pas ça, si elles l'ont, il y a simplement chez les femmes des gens qui sont plus tendres, d'autres plus durs, d'autres, et il faut trouver peut-être dans la détection, c'est peut-être quelque chose à détecter chez les jeunes filles et puis à développer par la suite, c'est ce côté compétitif. Ouais, mais je pense que c'est quand même assez culturel. Peut-être moins chez les garçons, chez les moins jeunes, on va dire. Non, pardon, les plus jeunes, où le sport est déjà synonyme chez les plus jeunes garçons de gagne, de combativité, de compétition. Là où chez les femmes, et chez les jeunes filles, le sport il est plutôt signe de bonne santé. Et j'ai l'impression que ça évolue quand même. Ça évolue quand même. Et en effet, je confirme ce que dit François, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes aussi
qui voient le sport comme le dépassement de soi, comme la compétition, comme la combativité. Mais peut-être encore chez les jeunes, plutôt sport égale sport santé, quoi. Et forcément, ça génère chez des adultes peut-être des femmes un peu moins compétitives. Voilà. Et pour reparler des Américaines, moi j'aime raconter cette petite expérience que j'ai eue lors d'un séjour dans une équipe de WNBA. Il y a aucune situation d'entraînement qui n'est pas faite sous forme de compétition, mais de la première à la dernière seconde de l'entraînement, tout est comptabilisé, tout est fait pour gagner, elles sont dans le duel en permanence, quoi. Et je pense qu'en effet, c'est aussi de notre responsabilité, nous les coachs, d'avoir cette constante-là aussi dans nos entraînements et voilà, ce qui va faire monter en compétence nos joueuses à ce niveau-là. Mais après, je pense que c'est aussi, et moi là, je peux en parler ouvertement. Je pense qu'il y a aussi ok, on ne veut pas parler de filles, de garçons, on parle de genre ou quoi que ce soit, mais je vais généraliser, mais pour beaucoup de personnes, une fille, on a plus tendance à la protéger qu'un garçon. Et je pense que du coup, ça résume quand même pas mal après ce qu'on peut en faire sur un terrain, en dehors ou quoi que ce soit. Je le vois moi, même moi en tant qu'entraîneur, que ce soit mes collègues ou que ce soit les dirigeants. Il y a toujours ce côté, mon égal masculin, on lui posera peut-être pas les mêmes questions. Il y a toujours ce côté, attends, enfin, on veut faire un peu attention, est-ce que tu es bien, tu es sûr, machin. Alors que je pense que c'est là un peu le premier point. C'est qu'il faut qu'on soit une fille ou un garçon, on inculque les mêmes valeurs, quoi, quelque part. Mais alors, est-ce que c'est marrant ça parce que est-ce que c'est pas parce que nous sommes des hommes et c'est dans l'un de vos préambules, là, François et Lauriane, que vous en parliez que toi, femme, tu entraînais des hommes et nous, hommes, on entraînait des femmes. Est-ce que le fait qu'on ne soit pas des femmes, on n'a peut-être pas tendance à surprotéger les femmes? Est-ce que toi, maintenant que tu entraînes des femmes après avoir entraîné des hommes, est-ce que voilà, tu es différente ou pas? Et je pense qu'on fait peut-être cette erreur-là. Donc, même si je trouve qu'au niveau psychologique, je pense qu'il y a des différences. Mais c'est pas mon équipe. Moi, je suis là pour dépanner parce que l'entraîneur individuel a eu a arrêté en début de saison et on m'a proposé du coup de le remplacer et de faire 3 entraînements. J'ai 5 ou 6 joueuses. C'est pas mon équipe. Je fais ce qu'on me demande. Franchement, c'est pas pareil que si c'était mon équipe. Je me retiens beaucoup là parce que voilà, je vais pas Mouna Doucet, je vais pas je vais pas employer ma méthode entre guillemets si je suis pas le coach. Voilà, je suis entre guillemets une assistante et encore, je suis pas sur les entraînements du soir. Je suis vraiment que là le matin pour les entraîner individuellement et travailler sur des aspects techniques. Donc, c'est différent. Je ne peux pas trop répondre à ta question, mais en tout cas, rien que par rapport à ça, ouais, je ne suis pas moi, quoi. Je me contiens beaucoup. Dans nos formations, dans nos formations, ou à moins qu'elles aient changé, on ne fait pas de distinction justement entre le basket féminin et le basket masculin. Mais c'est pour ça que je dis, je pense que si maintenant j'avais une équipe de garçons et je suis dans le même état d'esprit où j'entraîne l'individuel le matin, c'est pareil, je peux pas être moi entre guillemets, je peux pas attendre la même chose que si j'étais coach. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ouais, pour moi il n'y a pas de différence entre fille ou garçon. Et c'est pour ça que je peux pas trop répondre parce que j'ai jamais entraîné une équipe à moi de filles. Mais sur l'entraînement individuel, est-ce que tu es différente avec un homme et une femme? Non, je pense. Ouais, voilà. Moi, ça répond un peu à ma question. Est-ce que c'est pas peut-être nous les hommes qui protégeons les femmes alors que le rapport femme à femme peut-être, je sais pas. Mais ouais, je sais pas. En tout cas, il y a certaines. Moi, c'est plus ok. Les Américains, les Américaines, ils ont la même manière de fonctionner. Ça, c'est assez incroyable. Dans la manière d'être, dans la manière d'aborder les choses, ça c'est comme on disait avant, la culture.
Ça, c'est vraiment la chose qui me saute aux yeux, quoi. Est-ce qu'avec une joueuse, tu es dans la justification technique? On dit souvent que les femmes ont besoin de comprendre pourquoi elles font les choses. Ouais. Ah oui, ça. J'entends aussi dire que chez les hommes, c'est moins le cas, et je ne sais pas en tout cas, mais tu as besoin d'être dans cette justification? Franchement, oui. Beaucoup plus de oui, mais. Oui, mais ce que tu demandes, c'est trop compliqué. Alors, ouais, il y a quand même beaucoup plus de oui, mais. Ouais. Ouais, je pense que ça aide à s'approprier les choses aussi. Je fais simplement une petite remarque. Je crois qu'il faut quand même tenir compte de différences fondamentales entre les hommes et les femmes. Je crois. Ouais. Je crois, même si on veut aller vers un basket féminin qui se rapproche de certaines choses du basket masculin. Mais moi, je ne le souhaite pas complètement. Excusez-moi. Je ne le souhaite pas complètement. Je pense qu'il y a des spécificités dans le basket féminin qui sont vraiment intéressantes et à conserver. Et dans l'entraînement et dans la relation aux femmes, il y a des choses qu'il faut préserver et qui sont hyper intéressantes. Et je pense que les garçons devraient plutôt s'en inspirer. On parle là, depuis tout à l'heure, on est en train d'expliquer que c'est moins bien. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'il y a plein de choses. Il faudrait les lister. Moi, j'adore travailler avec des sportifs de haut niveau qui s'impliquent, qui travaillent, qui ont une relation à l'entraîneur qui est tout à fait intéressante, de curiosité. Donc, je crois qu'il faudrait peut-être lister toutes ces choses qui sont vraiment très bien dans le sport féminin et dont devraient s'inspirer les garçons, je pense. Mais tu as dit pour moi le plus important, la relation. Mais parce qu'une femme, déjà, rien que nous, on ne prend pas les choses de la même manière qu'un garçon. Un garçon, on peut le pourrir, c'est pas grave. Sur le coup, il va être un petit peu piqué, mais c'est pas grave, il va vite passer à autre chose. Une fille, c'est déjà plus différent. Moi, j'ai que des mauvaises références parce que je me suis assagi. Mais je pense que j'étais un jeune entraîneur, mes souvenirs du centre fédéral avec les jeunes joueuses, où j'estime peut-être pas avoir été le meilleur, mais en termes de compétition, j'ai été très, très, très exigeant. Et je retrouve des gens qui, voilà, sans les citer. Mais tout à l'heure, Rachid te posait la question. Moi, j'ai jamais eu de problème pour parler à une jeune femme ou à une femme, franchement. Voilà. Et j'ai jamais eu de problème non plus en termes de vocabulaire, ce qui est pas toujours très bien. Hein. Je suis pas toujours très fier de ce que j'ai pu dire aux gens, qui était le fond de ma pensée ou la façon dont je l'ai dit. J'ai jamais mis cette barrière parce que c'était des jeunes femmes ou des femmes. J'ai jamais mis cette barrière. J'estimais que c'était pas, j'en ai pas tenu compte. C'est une chance peut-être ou de la maladresse ou c'est une mauvaise éducation ou pas bien ou bien. Enfin moi je fonctionnais comme ça et je crois qu'on peut pas. Enfin je sais pas, dans la vie de tous les jours on peut pas parler aux gens en fonction de leur sexualité, de leur sexe. On peut pas. Il faut leur parler. Il faut pas hésiter, je crois. Il faut pas hésiter. Ouais, mais tu as la manière de parler, mais tu as la manière dont l'autre prend les choses. C'est pas la même chose. Tu peux parler exactement de la même façon à deux personnes Oui. du même sexe, mais qui n'ont pas le même rapport. Et comment ils perçoivent les choses, c'est complètement différent aussi. Alors, vous vous intéressez tous à la préparation mentale puisque c'est dans l'air du temps et moi, je m'y intéresse depuis très, très longtemps. Tu sais qu'aujourd'hui, on est en capacité de mettre des gens, pas dans des cases, mais dans des catégories qui te permettent de faciliter, toi, ta communication. C'est intéressant pour l'entraîneur de savoir que la personne qui est en face de toi est plutôt comme ci, comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails selon les techniques qui sont utilisées. Ce qui te permet, toi, c'est ton boulot d'entraîneur, effectivement, toi, de t'adapter aux gens qui t'écoutent. C'est la difficulté de s'adresser au groupe, d'ailleurs. Parce que dans un vestiaire, on dit blanc, il y en a qui ont entendu gris. C'est pas rare, ça. Et quelquefois, il y en a qui entendent même noir. Et là, on est en zone, on passe en fille à fille, et en fait, on est en match-up, parce qu'il y en a qui font fille à fille, d'autres qui font en zone, etc. Parce que les gens n'écoutent pas ou n'entendent pas la même chose ce que tu as voulu dire. Ce qu'il faut aujourd'hui, nous, notre travail pour les entraîneurs, c'est effectivement s'intéresser à la personnalité des gens qui sont en face de toi et t'adapter par rapport à ça. Mais on peut pas être en permanence là-dedans, quoi. Je veux dire, il y a nous aussi.
Je veux dire, nous, les entraîneurs, ils doivent rester ce qu'ils sont, quoi. Je veux dire, tu m'as parlé tout à l'heure de je sais pas si tu m'as parlé de ton style ou de ta philosophie, que tu pouvais pas y être à fond, etc. Tu sais quel entraîneur tu es, Lauriane. Rachid, il sait quel entraîneur il est, quelle relation il entretient avec les gens. On connaît les profils de personnalité des entraîneurs. Il faut connaître ceux des joueuses, mais on peut pas toujours s'adapter selon que tu as affaire à Martine, Janine ou Monique. C'est 3 prénoms qui n'existent pas dans notre division. Donc, comme ça, il n'y a personne de… Non, moi, c'est en aucun cas, j'ai voulu dire que c'était moins bien. J'ai voulu rebondir sur le terme de Lauriane, hein, avec le côté un peu protecteur. Et tu parlais de nous, et nous sommes des hommes. Est-ce que sociétalement, l'homme, on dit souvent qu'il est là pour protéger sa famille, protéger sa femme. Est-ce qu'en tant que coach, on ne transpire pas aussi et peut-être chercher à protéger. Donc, c'était pour ça que l'expérience de Lauriane d'entraîner à la fois, même si c'est que d'entraînement individuel, une fille et un homme, est-ce qu'il y a des différences ou pas, quoi. Mais non, en aucun cas, bien ou moins bien. Je suis complètement d'accord sur les techniques de communication. Pour revenir sur la technique et la tactique, moi, je ne vois pas forcément de différence, surtout sur le haut niveau. Mais après, c'est vrai que il y avait un sujet qu'on avait abordé parce que on en a parlé beaucoup, par exemple dans le journal L'équipe ou des choses comme ça. Il y a des articles qui sont sortis au sujet des menstruations. C'est un truc tout bête, mais moi je me pose la question quand on est un coach homme qui va coacher du coup des joueuses femmes. Du coup, effectivement, sur les articles, on voit qu'en fait, ça peut avoir des incidences sur les performances, il peut y avoir de la prise de poids, il peut y avoir des douleurs, enfin des trucs qui… Alors moi, j'en avais aucune idée, mais en fait, ça peut être assez dur quand même. Et donc, effectivement, quand on a un coach homme et qu'on est dans un contexte où, en fait, on doit amener la joueuse vers la haute performance, donc ça veut dire que normalement, c'est des choses qui doivent passer du coup au second plan. Mais quand on est un homme, forcément, comme on n'a pas de menstruation, donc forcément, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément comprendre. Enfin, on doit avoir un rapport forcément qui doit peut-être être différent. Moi, ça va peut-être vous faire rire, mais je tiens un calendrier justement de ces périodes-là de mes joueuses, ce qui me permet de savoir à quel moment, de savoir à quel moment elles peuvent être justement sujettes à leur menstruation là. Mais après, je serais curieux justement d'entendre François qui a bien plus d'expérience que moi, à savoir comment il le gère. Parce que moi aujourd'hui, c'est plutôt mon médecin qui gère ça. Je ne sais pas si c'est français d'ailleurs, mais c'est médicamenté, c'est plutôt contrôlé. J'ai jamais eu à vraiment avoir à faire à une situation de crise avec cette origine-là, quoi. Donc, mais c'est quelque chose qui en effet est d'actualité et qu'il faut peut-être encore plus prendre en considération, surtout quand on est dans la recherche de performance. Tu as tapé à la mauvaise porte. Moi, j'ai pas mon petit cahier. Alors, c'est un sujet que j'ai évoqué, effectivement, auquel je m'intéresse et je connais le sujet. Mais sincèrement, au quotidien, j'aimerais avoir effectivement les staffs qu'il y a au football avec un médecin à temps plein, un kiné à temps plein qui gère ces choses-là et qui me rapporte des informations pour me dire écoute, là, elle y est bientôt, peut-être, fais attention que, etc. etc. J'aimerais bien avoir ça et je trouve très professionnel ce que tu fais. Ça me fait pas rire du tout. Je trouve ça très, très, très. Tu dois être un des rares à le faire dans le basket féminin. Je crois que on fait. Alors, quelquefois, avec l'expérience, on le sait. On connaît les gens avec qui on travaille. Donc, le jour où elle ne fout pas un panier, le jour où elle est de mauvaise humeur, le jour, voilà, il y a des signes qui font que, et on va peut-être être relâché sur certaines choses qu'on va pas faire. Bon, il y a des retours. On a de la communication autour de ça. Mais non, moi, je gère pas du tout cet aspect-là. Mais pas du tout. Ça fera l'objet d'un autre débat. Écoute. Il va être plus difficile celui-là. Mais non, mais c'est vrai qu'après, pour revenir juste sur deux petites choses, en fait, de base, je m'en souviens que ce talk-là, on y avait pensé avec Lauriane, parce que je m'en souviens quand elle était venue au camp, donc au camp Kiz cet été, moi j'ai eu Lauriane en tant que coach quand j'étais à la SIG, donc au centre de formation.
Et c'est vrai que je lui ai dit, ben, en fait, moi, je suis sûr, Lauriane, c'est pas possible que tu coaches des femmes. Pour moi, c'était juste inconcevable. Parce qu'en fait, alors, très, c'est Je le pas super prendrais pas intelligent. mal, c'est bon. Je dis, je le prendrais pas mal, parle, c'est bon. Non, mais pas. Non, mais en fait, très naïvement, très bêtement aussi, je m'étais dit, bah, en fait, bah, Lauriane, elle est trop. C'est très dur. Les entraînements, ils sont assez durs quand même. Ils sont assez physiques, ils sont assez poussés, c'est assez exigeant. Et en fait, je me suis dit, bah, Lauriane, en tant que coach, avec cette dureté-là, avec des filles, ça passerait pas. Alors, ma réflexion était peut-être pas forcément la bonne, mais je pense ne pas être le seul à penser comme ça. Mais, euh, mais après, c'est vrai On a quelques femmes on a quelques femmes dans la profession. Euh, Certains diront pas assez, d'autres, enfin bref, tout est lié, si tu veux, quand il y a que 30% des femmes font du sport quand elles ont 15 ou 16 ans, alors qu'il y a 50% des garçons, etc. Donc on retrouve après à l'échelon supérieur, pour avoir fait de la formation de cadre quand j'étais conseiller technique, il y a très peu de femmes dans les stages. C'est pas étonnant qu'un peu plus tard, on n'en retrouve plus à la direction des équipes, contrairement à d'autres pays où justement il y a beaucoup plus de femmes dans le basket féminin. Il y en a même qui arrivent dans le basket masculin. J'ai vu qu'une jeune femme allait coacher une équipe NBA, pas n'importe quelle jeune femme, puisque ça a été une des meilleures meneuses de jeu du monde, et qui arrive en NBA, coach. Là, il y avait les arbitres féminins, maintenant il y a les femmes qui vont coacher des hommes au très très haut niveau. Mais on a quand même chez nous, on a des coachs femmes qui ont tout un profil d'anciennes joueuses de haut niveau, hein, qui sont là. Je ne pense pas, sans vouloir parler à leur place et sans citer leur nom, qu'elles soient plus tendres que les hommes dans l'entraînement. Je ne pense, c'est pas que je ne pense pas, j'en suis sûr. C'est des gens qui ont été élevés en tant que jeunes joueuses, puisqu'elles sont passées par les pôles ou les centres de formation ou le pôle France, les équipes de France jeunes ou moins jeunes, etc., qui ont été élevées là-dedans et qui aujourd'hui, à la tête de leur équipe, font preuve, en tout cas de ce que je vois quand on joue contre elles, de beaucoup, beaucoup d'autorité. Et j'imagine aisément qu'à l'entraînement, ça rigole pas plus qu'avec un mec, hein. Quelquefois même un peu moins, je l'imagine. Elles confirmeront ou pas quand on leur demandera leur avis. Donc, quand tu parles du profil, tu me dis Lauriane était dure avec les garçons, ça ne marchera jamais avec les filles. Je crois que c'est un ressenti, mais ce n'est pas la vérité. La Ouais, mais vérité, je pense qu'elle est il se base sur moi par rapport aux autres, hein, pas les filles de manière générale, voilà. hein. C'est moi comment je suis. Ouais. Mais, T'es autoritaire. franchement, moi, je sais pas, mais je serais curieuse de voir comment je serais avec une équipe de filles. Ouais, moi, Pour les avoir questionnés, ouais, vas-y. pour les avoir questionnés justement, ces femmes coachs ou des joueuses aujourd'hui à la retraite, on va dire, et si tu leur poses la question concernant leurs règles, elles vont te dire que c'est pas le problème du coach. Et elles vont te dire oui, non, mais c'est pas le problème du coach, c'est mon problème à moi, et moi je dois être performante, et c'est moi qui dois gérer ça, quoi. Parce que j'en ai questionné quelques-unes. Et pour revenir sur le sujet une femme qui entraîne, qui est dure, je pense que pour elle, c'est pas difficile pour l'entraîneur. Je pense que le vrai problème qu'elle va rencontrer, c'est l'acceptation d'un groupe de femmes. Tu vois, c'est les joueuses en face qui sont peu habituées en France à avoir été entraînées par des femmes d'ailleurs, hein. Un peu dans les pôles espoirs, et encore, ça reste une minorité, hein. Ce sont des hommes qui entraînent dans les pôles espoirs, les centres de formation. Je crois, là, j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'aussi là, c'est une majorité d'hommes. Le jour où elles sont entraînées par une femme, je pense qu'elles sont dans l'attente et dans une grande exigence. Et c'est là où il est le problème. C'est-à-dire qu'elles n'auront peut-être pas avec un homme, et que des joueuses peuvent avoir avec une femme qui va les entraîner. Oui, c'est pour ça qu'il faut voir ça dans les deux angles, hein. Faut pas que voir les entraînés. Il faut voir les entraîneurs et tu vois, parce que François, je n'ai aucun a priori négatif sur les filles. Mais des fois, quand tu me reprends, j'ai l'impression que je parle pas bien du tout des filles. Mais non, c'est beaucoup de questions que je me pose. Et moi, ça me fait du bien là de faire ce que je fais cette année. Et même moi, en tant que personne,
ça me remet aussi un petit peu les idées au clair. Et alors moi, je fais beaucoup de prépa mentale et je trouve que voilà, je suis confrontée des fois à quelques situations qui sont un peu compliquées, mais après, parce qu'il y a aussi ce combat entre guillemets de coq femme à femme, quoi. Comme il peut y avoir aussi homme à homme, les fiertés masculines, et ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Et c'est exactement pareil après, du coup, dans les femmes. Donc, c'est pour ça, des fois, j'ai envie de dire, c'est pas une question de sexe, c'est une question de caractère. D'où la prépa mentale. Lui, il est plutôt rouge, donc il faut le prendre avec l'aspect bleu. Lui, il est plutôt jaune, donc il faut parler plutôt de cette manière-là. Mais c'est ça qui est important. Et après, ben, il y a forcément le ressenti de la personne qui est important. Et c'est là où voilà, moi, je me posais beaucoup de questions. C'est sûr que voilà, moi, j'ai eu ma route, entre guillemets, tracée le secteur, dans le secteur masculin. Je n'ai pas eu d'opportunité d'entraîner des filles. Donc, je peux pas dire, je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui, je ferme aucune porte ou quoi que ce soit. Mais moi, ça me pose beaucoup de questions, ouais. Énormément, c'est sûr. Parce qu'après, on dit qu'il n'y a pas de différence. Mais mine de rien, l'intensité, le côté vitesse, le côté plus haut, on dit souvent, hein, plus haut, plus vite, plus fort, c'est quand même ce qu'on dit à la base du sport masculin par rapport au sport féminin. Ça, on ne peut pas l'enlever quand même. Au 100 mètres, là, je regardais parce que c'est toujours intéressant, on a l'impression. Les femmes sont un peu autour de la seconde de retard, ce qui n'est pas énorme. Ah non. Il y a différence, mais elle n'est pas si énorme que ça. Il y a différence, mais elle est à mon avis, même s'il n'y aura jamais égalité, on sera jamais plus grand, on ne sautera jamais plus haut, même si aujourd'hui, des femmes qui dunkent, on ne l'imaginait pas il y a 20 ans. Donc, tout ça va de l'avant. C'est une spécificité. Il parlait de verticalité, Rachid, c'est le terme exact, c'est-à-dire on n'ira jamais aussi haut. Hein. Je veux dire, le alley-oop, même si on en voit quelques-uns chez les filles, ça finit jamais par un dunk. Aujourd'hui, c'est enseigné chez les garçons. Évidemment, on peut lancer la balle en l'air, un mec la rattrape avant de retomber au sol et qu'il la smash dans le panier. Donc ça fait rêver. Moi, ça me fait rêver quelquefois. Je me dis, ça facilite les choses quand même, ces trucs-là. Donc, on ne l'aura pas, mais il y a d'autres choses qui existent dans le basket féminin. Il y a des qualités individuelles, techniques, des qualités physiques qui augmentent. Le psychologique, ben, on ne va pas revenir sur les différences. Si tu veux, le mec qui rentre sur le terrain, lui, il est persuadé qu'à lui tout seul, il peut gagner le match. Quoi. Peut-être une femme à la base, elle vient pour jouer, pour partager la balle. Cette histoire c'est plus j'ai souvent entendu, c'est plus collectif le basket féminin. Elle se passe la balle, ouais, mais bon, il y a un moment, il faut mettre des paniers. Et je pense que c'est faux quand je regarde l'Euroleague, que je regarde en ce moment là, les mecs ils se passent la balle, hein, au plus haut niveau, ils se passent vraiment la balle. Hein, ils aiment partager la balle. Donc tout ça est assez compliqué entre l'idée qu'il faut peut-être créer un troisième genre qui serait un clone entre les hommes et les femmes, tout en gardant le meilleur de chacun. Parce qu'il y a du bon, dans les deux pratiques. C'est sûr. Et la rigueur, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que pareil, on dit aussi que les filles sont plus rigoureuses. Plus disciplinées. Ouais. Disciplinées. Donc, ouais, peut-être plus rigoureuses, mais parce que on parlait d'intégration, on parlait les filles ont plus besoin de leur partenaire, même s'il y a des évolutions, même si on a tendance à aller plus vers l'individualisation et des choses comme ça, mais forcément ça génère parce que tu dis là de la rigueur, de la discipline, du respect de tes principes de jeu, de tout ce que tu veux. Donc ouais, il y a forcément. Mais après pareil, hein, moi j'ai pas l'expérience du masculine, donc je peux pas te dire que le gars il est moins rigoureux. Mais en tout cas, on a de la rigueur, on a de la discipline dans le basket féminin. Après, je vais juste revenir sur le fait qu'en fait, on veut toujours être dans la comparaison du basket masculin et du basket féminin, et on pourra comparer n'importe quelle discipline. En effet, le sprinter, il ira certainement toujours plus vite que la femme, il sautera toujours plus haut, il lancera un poids toujours plus loin. Mais quand on reste, parce que c'est à la mode en plus, dans la bulle féminine, on trouve le basket féminin intense, on le trouve athlétique, on le trouve dur. C'est quand on veut le comparer au basket masculin qu'on va le voir un petit peu moins rapide,
Mais il y a de la vitesse dans le basket féminin, il y a de la dureté. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, quand tu regardes un match de basket féminin, tu ne peux pas trouver ça. Alors oui, selon les styles de jeu, mais tu ne peux pas trouver ça lent. Tu ne peux pas dire qu'il y a moins de pick and roll chez les filles que chez les garçons. Tu vois, et c'est quand on veut le comparer, en fait. Donc, est-ce que l'erreur, ce ne serait pas tout simplement de le Tu comparer? penses il y en a tout autant? Moi, j'en trouve de plus en plus, en tout cas. J'en trouve de D'accord. plus en plus. Je regarde Voilà. pas assez de. Là, je dois dire que je regarde beaucoup de Ligue 2, forcément, mais Ligue féminine, c'est difficile hein, de suivre quand même le basket féminin en Ligue féminine parce que la visibilité, elle est quand même assez restreinte. Quand on n'a pas de réseau, quoi, surtout. Le problème, c'est quand on n'a pas de réseau pour capter les images. Non, mais au niveau international, aujourd'hui, tu vois un peu la même chose que chez les garçons. C'est-à-dire, à l'époque, tu avais une situation d'écran sur un mouvement. Aujourd'hui, les écrans porteurs, ils sont multipliés. Tu peux en avoir deux, trois sur une possession, quoi. Donc, on est vraiment dans cette tendance-là aussi. Pour ça que c'est quand on veut le comparer, en fait, qu'on trouve oui, éventuellement. Mais comme tu comparais n'importe quel sport. Voilà. Parce que physiologiquement, l'homme, voilà, la masse musculaire, la VO2 max, on peut tout, on peut en parler longuement aussi. Mais si tu portes ton regard uniquement sur le basket féminin, tu vas le trouver intense, tu vas le trouver athlétique, tu vas trouver qu'il y a, il y a des contacts. Voilà, donc il faut arrêter de le comparer tout simplement, et tu prendras du Ouais, mais je plaisir. suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi, ouais. Et en effet, il y a d'autres choses, comme le dit François, que moi j'aime voir dans le basket féminin, qu'on voit peut-être un peu ou moins, parce que je ne peux pas dire pas du tout dans le basket masculin, c'est voilà, ce partage du ballon, voilà, ces valeurs un peu plus collectives, on va dire. Non, parce que en fait, ça rejoint en fait une réflexion que je m'étais faite à un moment, en discutant avec plusieurs personnes. Et en fait, on parlait de l'attractivité du basket féminin. Donc voilà, du fait que du coup qu'il y ait des gens qui viennent, qu'il y ait des caméras, enfin que ce soit retransmis, du coup que ça ramène de l'argent, que du coup les jeux soient plus payés, etc. Enfin du coup tout ce système-là en fait. Et effectivement, en fait, en y réfléchissant, en fait, je me suis dit que peut-être l'un des problèmes, c'est que si on réfléchit le basket féminin comme un produit qui va du coup qui est vendu, qui va générer de l'argent, etc., que le basket masculin aussi est un produit, en fait, effectivement, le basket féminin aura du mal à exister du côté visibilité, du côté argent généré. Il aura du mal à exister s'il est comparé au basket masculin. Si on le voit en tant que produit seul, et qu'on arrive à lui adosser du coup des caractéristiques, des spécificités, des choses qui sont des points forts, des avantages, enfin, ça c'est très marketing, mais du coup des avantages produits qui vont faire qu'il est vendable. Et ben en fait, effectivement, comme tu as dit Rachid, on voit le basket différemment. Et je m'en souviens qu'il y avait des personnes qui préféraient aller voir le club de basket féminin plutôt que le club de basket masculin, parce qu'en fait, ils voyaient des avantages produits qui faisaient que, en fait, ils trouvaient ça plus intéressant d'aller voir le basket féminin. Mais par contre, j'ai l'impression que des fois, sur le basket féminin, c'est des choses qu'on ne met pas assez en avant. Donc, par exemple, on me sortait des choses du côté, euh, on a le temps, on peut plus facilement voir la technique des jeux sur le basket féminin. Il y a le côté aussi rigueur aussi qui ressortait sur le fait que on sent qu'il y a un travail collectif qui est fait pour arriver à cette situation-là. Et du coup, des fois, des paniers qui sont un petit peu plus faciles, mais parce que le travail en amont est bien exécuté. Enfin, il y a des choses comme ça qui, je pense, peuvent être mises en avant pour rendre en fait, le produit basket féminin plus marketable, entre guillemets. Bon, je regarde l'évolution. Bon, déjà, le produit il se vend bien localement. C'est-à-dire, tu as des endroits en France où le basket féminin a un gros succès. Autant que, je veux dire, vous êtes allé à la salle du Prado à Bourges, vous avez vu le monde qu'il peut y avoir, les partenaires qui peuvent suivre, etc. Donc, il y a quand même des dynamiques locales. Il n'y a pas que là, hein. Il y a Basketland. Je pense qu'à son échelle, Villeneuve d'Ascq est aussi un pôle attractif. Il y a certainement plus de gens qui vont voir le basket féminin que la Pro B. Rachid, qui est à Lille. Ouais, voilà. Donc, confirme. il y a des endroits où ça marche. Après, est-ce qu'on peut vendre ce que tu viens de dire, c'est-à-dire ce vieux modèle du basket féminin, ces a priori hein, qu'on peut avoir là-dessus, sachant qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vend
je reviens sur elle parce que j'adore cette joueuse, elle est magique. Sur Marine, on ne vend pas du collectif, on vend du fun, on vend de la technique, on vend des paillettes, au-delà de sa qualité de basketteuse où elle fout 25 points par match ou 20 points par match cette année, elle fait une saison extraordinaire, certainement la meilleure saison de sa carrière. Voilà, c'est elle qui est mise en avant et c'est sa qualité individuelle et cet aspect flashy qui est mis en avant. À l'identique de ce qui pourrait être vendu chez les garçons. C'est-à-dire que les gens qui s'y connaissent pas vont venir voir jouer Marine Johannes, comme à une époque, on venait voir jouer Céline. Il y a encore des gens qui se déplacent pour voir jouer Céline Dumerc, pas pour voir jouer l'équipe de Basketland. Donc, il faut au milieu de nous, on est entraîneurs, le collectif, l'équipe, etc., il faut des gens qui émergent sur le terrain, évidemment, et il faut l'accepter dans le basket féminin. Ces gens qui vont peut-être gagner des matchs tout seuls, mais qui vont aussi attirer le regard. Et j'ai bien compris ton intérêt pour le marketing. Il faudra que tu m'envoies la définition. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pas beaucoup, mais si tu veux, c'est vrai que on doit trouver ces individus qu'on met à la lumière, c'est comme ça, et qui vont attirer les gens. Je pense que c'est aussi important. Je voulais dire autre chose et puis ça y est. J'ai la maladie d'Eisenhower. Vous la connaissez? Tu te souviens encore de la maladie? Lui. J'ai même oublié son nom, mec. Non, si, ça y est, je sais ce que je voulais dire, ça me revient. Après, si on le remet si on compare à d'autres sports féminins, on est vraiment bien lotis. Hein. Volleyball féminin, handball féminin, même si on a regardé la finale du championnat d'Europe, on était tous devant nos écrans. Mais bon, en général, on est quand même mieux lotis. Il n'y a pas de professionnels au rugby, ou très peu. Le volley féminin, il n'y a pas l'argent qu'il y a aujourd'hui dans le basket. Je veux dire, les filles aujourd'hui qui gagnent bien leur vie dans le basket féminin, il ne faut pas qu'elles parlent avec une joueuse de rugby ou une joueuse de handball. Un peu avec certaines joueuses de foot, et pas toutes. Il doit y avoir 2 ou 3 clubs professionnels. On parle toujours de Lyon, PSG, il y a peut-être Montpellier et puis un autre club, je ne sais pas où. Mais ils ne sont pas à la hauteur de ce qui se fait aujourd'hui dans notre ligue féminine. Donc, on peut toujours faire mieux, mais aujourd'hui, on est plutôt devant. On est plutôt devant. C'est le sport numéro 1 collectif féminin, non? Le basket. Oui. Alors, oui. Pas en termes de visibilité, hein, puisque effectivement, nous allons voir un Basketland Bourges à la télé sur l'équipe TV là bientôt. C'est le premier match de l'année, quoi. D'accord, c'est le premier match de l'année, quoi, de basket féminin qu'on voit. On n'en voit pas. Il n'y a pas de basket féminin. Moi, je vois des garçons jouer tous les jours. Tous les jours, je vois des garçons jouer. Si je veux voir du basket féminin, bon, aujourd'hui, tous les clubs filment. Donc, tu vas sur YouTube, tu vois des matchs. On a un logiciel qui nous est imposé, mais qui est super, c'est Instat. Tu peux voir tous les matchs européens, etc. Donc, nous, on peut en voir des matchs. Mais le spectateur moyen ne voit pas de basket féminin à la télé. On n'en voit pas, sauf pour les grands événements. Quand on joue la finale des Jeux Olympiques à Londres, je ne sais plus combien de millions de téléspectateurs, donc les gens ont connu Céline Dumerc, qui est devenue la sportive numéro 1 du sport français, etc. Mais on n'a pas cette visibilité. Pourquoi? Je ne sais pas, j'en sais rien. Je ne sais pas. C'est presque même dommage qu'on n'ait pas su surfer sur cette vague de 2012 là, avec la médaille d'argent des Jeux de Londres. Et si, ça a dynamisé un petit peu le nombre de licenciés, mais sur le plan médiatique, il n'y a pas spécialement eu de changement, quoi. Là où le foot, par exemple, féminin, qui a peut-être 10 ans de retard sur le basket féminin, a largement d'avance aujourd'hui, quoi. Ouais, mais après, eux, ils avec leur coach aussi, donc. Ouais. En effet, Lauriane. Après, il y a quand même du mieux. J'ai l'impression que via les réseaux sociaux, l'engagement de certaines joueuses aussi, j'ai pu regarder quelques chroniques là, que Sandrine peut faire, là, sa chronique bavardage là, sur Instagram, ce que fait Diandra aussi avec son podcast. Là, et voilà, je pense qu'on perce peut-être timidement comment on appelle ça, là, le paysage médiatique du basket. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on mette un vrai coup d'accélérateur pour pouvoir avoir quelques matchs. Et on se contente de très peu d'images télévisées, comme disait François, le prochain Bourges Basketland, mais il en faudrait peut-être un petit peu plus.
même si au niveau local, j'ai l'impression que tout le monde fait les efforts. Vous les premiers d'ailleurs, François, en télévisant votre match là, à huis clos, on essaye de tous, à notre niveau et avec nos moyens, bah, de, de faire parler un petit peu de nous, mais au niveau national, ouais, ça mériterait un coup d'accélérateur, comme tu le disais, Lauriane, pour bah, le premier sport collectif féminin, où on a le plus de licenciés féminins, en tout cas, qui est le basket. L'image, c'est important parce que là, quand on fait les comptes, quand on diffuse nos matchs, là, c'est plusieurs dizaines de milliers de gens qui viennent, alors qu'ils ne suivent pas tout le match, hein, mais c'est une spécificité du basket, ça. C'est-à-dire, quand on regarde un match de foot, il ne faut surtout pas aller pisser avant la mi-temps parce que c'est le moment où ils mettent le but en général. Donc, tu as raté le seul but du match, ça fait 1-0 à la fin, tu ne l'as pas vu. Au basket, tu peux partir au deuxième, au troisième quart-temps, puis revenir pour les 5 dernières minutes quand le match commence vraiment. Donc, mais il y a beaucoup de gens qui viennent sur le net, là, aujourd'hui, regarder le basket féminin. Après, accompagner les gens, tu parlais de Sandrine avec ce qu'elle fait, avec Diandra, toutes les actions sociales, avec Abigail, son association. Il y a beaucoup de filles qui font plein de choses. Qu'une fédération, parce que là, tu parlais de ne pas avoir rebondi sur le résultat de Londres, etc. Bon, là, il faut vraiment faire appel aux professionnels et ne pas laisser les filles gérer ces choses-là toutes seules. Et je pense qu'on aurait pu faire parler d'elles ou de nous. Quand on parle de la capitaine de l'équipe des USA de foot, on parle pas que de foot. Quand on parle de l'équipe de France de foot, on parle pas que de foot. On parle du conflit, on parle de ce qui se passe dans les vestiaires, la relation, etc. Et tout ça, le journaliste aujourd'hui, il faut l'accepter. On est dans une époque où on s'intéresse aussi au cancan et à ce qui se passe dans les vestiaires et à ce que font les filles en dehors du basket, qu'est-ce qu'elles font. Elles ont des trucs. Et peut-être qu'on peut les accompagner un peu plus fortement pour remplir la toile, puisqu'aujourd'hui tout passe par regarder comment on communique tous les quatre, pour remplir la toile. Ça, c'est une affaire de professionnels, une volonté politique, fort probablement, des moyens qu'il faut mettre en place pour on a envie d'écouter Leandra Tchatchouan. Moi, j'ai envie de l'écouter. C'est une magnifique athlète, elle est belle, elle est intelligente, elle fait des actions sociales, elle joue très bien au basket, elle est internationale. Les gens s'intéressent à ce qu'elle fait. On a envie d'écouter ce que fait Abigail par rapport à ses origines, ce qu'elle fait là-bas pour les femmes africaines. On a envie d'écouter certainement d'autres joueuses. Sandrine Gruda, évidemment, en plus qui est très loquace, qui parle très bien et qui a des choses intéressantes à dire. Donc, je pense c'est un autre sujet. Mais bon, c'est encore la place, même dans des émissions spécialisées de basket, ça représente 5%, hein, 10%. Le basket féminin, c'est 10% de ce qui peut être entendu concernant notre discipline. Oui, et puis bon, c'est la tendance sociétale aussi avec la mise en avant du sport féminin, justement, et la défense de la femme, je veux dire, de sa place, en tout cas, dans la société. C'est en effet pas que le sport, quoi. Ah, tu fais bien de le dire. Moi, je suis d'une génération où je croyais que c'était acquis, tout ça, mais tu te rends compte que pas du tout. Pas du tout. D'abord que cette histoire d'égalité est très récente. L'autre jour, par curiosité, je regardais le droit de vote des femmes. C'est 1944. Vous imaginez bien que sur l'échelle de l'humanité, c'était il y a une seconde. Le gouvernement de l'époque a donné le droit aux Françaises de voter, puisque d'autres pays nous avaient précédés, notamment les pays scandinaves et d'autres. Que le droit de faire un chèque, je crois qu'il a été donné aux femmes dans les années 60. J'étais né, excusez de rappeler mon âge. Donc tout ça est tout à fait récent. Je pensais que moi qu'il y avait des choses qui étaient acquises, mais c'est pas encore le cas. Et on est au bout. Nous, on est au bout du truc, quoi. Je veux dire, le basket féminin, sa visibilité, etc. Dans ce contexte très très général de la place de la femme dans notre société, bah on est un autre exemple de ce manque d'égalité. Et peut-être que les partenaires s'intéressent moins au sport féminin. C'est mieux de mettre des sous au rugby, parce que d'abord, on les voit beaucoup à la télé, et puis voilà, les gladiateurs des temps modernes, les stades sont pleins, et qu'on met pas d'argent, qu'on met un peu moins d'argent sur le sport féminin. Alors, pour la petite histoire, le basket féminin, c'est le sport qui a été pratiqué le plus vite après sa création. C'est-à-dire que le basket a été créé en 1891 et en 1892, le basket féminin, les femmes pratiquaient le basket, et c'est très rare dans la création des sports. Et les premières règles, je ne veux pas faire mon historien, mais les premières règles de 1895, elles sont faites pour que le basket soit praticable par les femmes. Moins de contact, moins de ci, moins de ça.
Voilà, je voulais juste le Gérard souligner. Gérard Bosque sort de ce Oui. corps. Je voulais juste le souligner. Ouais, mais c'est bien. Intéressant, je connaissais pas. Bernard Gros-Georges sort de ce corps. Ouais. Toi, tu Oh. vas finir rue de Trévise, dans le premier gymnase parisien. Là, tu vas finir là-bas. Je pense que tu vas faire guide et tu vas raconter l'histoire du basket. Écoute, si c'est une reconversion, écoute, pourquoi pas. Ouais. Je me suis retenu, Laisse-moi faire mon temps. Mounadou. Tu as vu, j'ai pas dit de bêtises jusque-là, Bah mais là, oui, c'était. c'est ça. En plus, à Bon, chaque fois, il te tend la perche, le type. Tu peux pas la rater, quoi. Tu peux Bah pas oui, la de toute rater. façon, là, on Pourquoi a. Allez, à chaque fois qu'on arrête de parler, on te laisse le temps parce qu'on sait que tu vas nous sortir un truc, tu vois. Ouais, mais c'est cool. Non, mais en plus, de toute façon, là, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Après, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire. Hein. Il y a plein d'autres sujets qu'on pourrait creuser un peu plus. Je pense on a déjà parlé de beaucoup de sujets. Donc c'était très bien. Peut-être là, du coup, vu que on a fait la visio le 5 janvier, du coup, peut-être, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à chacun d'entre vous? Revivre. C'est ça. Allez, alors, Tomber un Vince Tube, ouvrir les Vince Tube pour aller boire une bière. les masques. En Suisse quand même. Hein. Non, Tomber les masques. ouais, c'est ça. Que tous les proches restent en bonne santé et que ce Covid-là, on arrive à d'irradier. Allez, soyons fous. Et puis non, et puis qu'on puisse retrouver le chemin des salles pour revivre une vraie ambiance qui nous fait vibrer. Et, voilà, quoi. Il n'y a quand même pas mieux que le sport pour faire vivre des émotions. Et en ce moment, c'est un peu dur. Ouais, non, mais Lauriane a raison. Je veux dire, le sport, ça reste quand même le meilleur vecteur social et aujourd'hui, ça nous manque. Nous qui avons fait quelques matchs à huis clos maintenant, c'est quand même triste et c'est pas au départ, c'est pas comme ça qu'on voit les choses, quoi. En tout cas, pas faire ce métier dans ces conditions-là. Après, oui, bien entendu, on souhaite tous une bonne santé, traverser cette crise sanitaire le mieux possible et vite pouvoir passer à autre chose. La santé, l'étau s'est resserré, on est tous touchés, plus ou moins près. Moi, j'ai été touché, c'est proche, tu as des amis, des vrais amis. Et je crois qu'on l'oublie, je crois que c'est essentiel, il ne faut pas le dire par habitude, bonne année, bonne santé, c'est vraiment essentiel. Je crois que c'est quand même une chose importante et je pense à tous ces gens voilà, qui passent par là. Et, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça, c'est la première chose. Très égoïstement, je voudrais gagner 2 ou 3 matchs au mois de février, pas plus. C'est pas Contre beaucoup Rachid demandé. 3 matchs. Alors, Rachid, si tu veux, comme je t'ai laissé gagner chez lui, il va me laisser gagner chez moi. Arrête, donc, toi. Je t'ai pas rappelé d'ailleurs. Hein. Je t'ai pas rappelé, mais ouais. t'étais en colère après le match. Mais quand je perds, je suis très mauvais perdant. Très, très, très mauvais perdant. Je parle pas à mes amis. Parce que t'as ouvert la parenthèse. T'as ouvert la parenthèse et maintenant je vais la fermer la parenthèse parce que je vais quand même le raconter à Lauriane et à Manadou. Non. Parce qu'il faut rebondir. Le gars, à la fin du match, je lui serre la main comme on se serre la main. Déjà, je lui serre la main, on ne se check pas parce que voilà. Je lui serre la main, il me dit bonne continuation. Je dis bonne continuation, bon retour. Il me dit ouais, merci. Non, je lui dis merci parce qu'il me dit bonne continuation, donc je lui dis merci. Oh ouais, mais tu peux me dire merci. J'aurais dû prendre le match, j'aurais dû le gagner, tout ça et tout. François était en colère, j'ai laissé passer. Ouais, je suis tout le temps en colère. Je suis tout le temps en colère. Mais je sais que tu me connais, donc tu m'en veux pas. Ouais, j'en ai pas voulu. Mais je suis tout le temps en colère. Et j'espère que ça ne me passera jamais cette haine plutôt cette recherche de gagner. Ne pas aimer perdre, c'est autre chose, mais je l'ai aussi, ça. Je l'ai aussi. Donc, j'espère encore m'assagir. Enfin, commencer à m'assagir. Voilà, si je dois me faire un vœu, gagner des matchs. Et effectivement, avec le contexte, il ne faut pas espérer qu'on rejoue dans des salles bien remplies. Je crains le pire. J'espère que ça va pas mettre un pet à notre sport et notamment au basket féminin parce que c'est quand même difficile. Je vois qu'en Italie, il y a des clubs qui mettent la clé sous la porte.
Donc, on n'est pas à l'abri de ça et ce serait dommage de ne pas trouver les solutions et de ne pas prendre les décisions pour que, à juste titre, j'utilise le mot juste, qu'on puisse aider et sauver les clubs du basket féminin et relancer la machine là, qui est pas trop mal. Hein. Je pense qu'il y a des idées, il faut les partager, il faut toujours lutter pour convaincre de façon à ce qu'on sorte de là. Et puis, je vous souhaite à vous plein de bonnes choses. Dorian, viens mettre un pied dans le basket féminin. Je vais te trouver du boulot, moi. Tu vas te trouver, comme ça, après, tu auras tout vécu. Marché, ça y est, hein, c'est officiel. T'es sur le marché, ça y est? Mais ton agent, il n'envoie pas ton CV dans les clubs de basket féminin, si? Je sais pas. Que chez les mecs. Que chez les mecs. Bon, je vous souhaite plein de bonnes choses à vous, en tout cas. Mais moi, en tout cas, j'ai été vraiment ravie de pouvoir échanger sur ce sujet-là. Et même si je me pose encore quand même beaucoup de questions, je trouve que Rachid, tu as vraiment eu les mots justes dans le sens où je crois qu'il faut arrêter de faire des différences. Et c'est marrant parce que je me suis pris un boomerang au moment où tu as dit ça parce que moi, je souffre des fois, j'ai pas peur d'utiliser ce mot-là, d'être une femme dans ce milieu d'hommes parce que souvent on me dit « Oh ouais, mais regarde, c'est une fille, laisse-la, elle va pleurer un bon coup et puis elle reviendra, ça ira mieux. » quoi. Et en fait, c'est chiant. C'est chiant parce que voilà, chacun est comme il est et puis il n'y a pas de question de femme ou d'homme. Donc, des comparaisons, on n'a pas besoin d'en faire là où il n'y a pas vraiment besoin. Quoi. On va dans le bon sens. Ouais. Ouais, et puis on est meilleur, on est meilleur en étant soi-même. Hein. Ça fait une belle conclusion. Ouais, très philosophique. Exactement. Philosophe auvergnat. À moitié. L'autre moitié. Ch'ti, l'autre moitié ch'ti. Ouais, plus au sud quand même. Tu veux me remonter. Ouais, dans le nord, peu. Non, t'es au nord. T'es pas au sud, t'es au nord. Ouais, c'est cool. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre temps et de votre implication aussi. Parce que ça m'a fait plaisir. Et puis, je pense que le partage a été super intéressant. Bon, bonne continuation à vous et bon match à vous vous. voir. Allez, merci. Pareil. Merci bon à travail tout le à monde. Strasbourg. Ciao. 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 Et on vous invite à nous faire vos retours sur ce format pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et de partager et tout ça.